Bonjour et bienvenue dans La Voix de l'IA, votre rendez-vous mensuel incontournable pour décrypter les dernières avancées de l'intelligence artificielle. Chaque mois, nous retrouvons Thomas Gestin, le cofondateur de Yelda AI, qui développe des IA vocales de service client. Passionné et expert du domaine, Thomas nous fait l'honneur de partager sa vision et son analyse sur 4 actualités marquantes qui façonnent le monde de l'intelligence artificielle. Installez-vous confortablement, c'est parti pour votre dose mensuelle d'innovation. Bienvenue sur le podcast 2030, La Voix de l'IA. Je suis en compagnie de Thomas Gestin, qui est le cofondateur de Yelda AI, et nous allons tout de suite commencer. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 sujets différents qui ont tous un rapport avec l'IA, et Thomas, qui est expert en cette matière, va un petit peu nous apporter son avis, ce qu'il en pense, et surtout nous apporter un petit peu un éclairage sur ce qu'on peut attendre de l'IA. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, ça peut nous aider du coup pour les prochains podcasts. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, ou même des autres sujets qui ont un rapport et qui pourraient vous intéresser, ce serait top. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à commenter tout au long de ce podcast. On répondra avec à vos commentaires avec plaisir. On va commencer, Thomas. Donc le premier sujet que je voulais aborder avec toi s'appelle « Quand les robots défient les humains lors d'un semi-marathon ». Alors, révolution ou coup marketing? Est-ce que tu en as entendu parler? Je vais expliquer un petit peu le sujet après, mais est-ce que déjà tu en as entendu parler? Écoute, déjà, merci Mélissa. Et oui, j'ai vu passer l'info, effectivement. Ouais. Donc, on va pouvoir… tu vas pouvoir réagir un petit peu dessus. Je vous recontextualiser un petit peu. C'est en avril 2025, donc dans quelques mois seulement, que le semi-marathon du district de Daxing à Pékin accueillera pour la première fois des robots humanoïdes aux côtés des 12 000 participants humains. Donc, c'est une première. Les robots, ils vont mesurer entre 50 cm et 2 mètres et ils vont fonctionner avec des jambes qui pourront, du coup, fonctionner, mais je crois qu'ils n'iront pas très vite. Tu nous diras, je crois que c'est 12, enfin, je sais plus, je crois que c'est 6 km/h, c'est ça? Enfin, vraiment pas très vite. Et en plus, ils vont devoir changer leur batterie pendant la course. Donc, autant dire qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Mais pourtant, tout le monde dit que c'est vraiment une révolution, que c'est incroyable, etc. Alors, est-ce que ça change vraiment quelque chose, Thomas? Qu'est-ce que ça annonce pour le futur? Ouais, alors écoute, c'est un beau coup marketing, c'est un coup de com', hein, soyons clairs. Disons que là, on utilise l'occasion d'une course pour en faire un challenge pour les roboticiens, pour essayer de voir si les robots humanoïdes peuvent tenir le coup, combien de temps ils vont pouvoir vraiment courir, à quelle vitesse, etc. Donc c'est plus une occasion d'engranger l'expérience et puis de faire un bon coup de com'. Mais ce que ça soulève plus largement, on va dire, c'est la question de l'avenir des robots humanoïdes dans notre économie. Donc, il y a toutes sortes d'applications. Il y a eu d'énormes progrès. Je pense qu'on a tous vu des vidéos de Boston Dynamics sur YouTube, les robots qui font des sauts périlleux arrière-avant, qui toutes sortes d'obstacles. Donc, en fait, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu des progrès incroyables en robotique. On a des robots qui ont une très grande dextérité, que ce soit pour se déplacer, donc à 4 pattes, on a les robots chiens, mais aussi donc en posture debout. Et puis après aussi avec les mains, on a des robots qui arrivent à faire des choses incroyables avec leurs mains. Donc les progrès ont été assez fulgurants. Mais c'est vrai qu'en fait, pendant longtemps, s'il y avait un côté mécanique impressionnant, il n'y avait pas d'intelligence. Tout ça était télécommandé, en fait. Donc, c'était des êtres humains qui planifiaient méticuleusement les mouvements. Il n'y avait pas vraiment d'intelligence en tant que telle. Ce n'était pas des robots, c'était plus des automates, on va dire, ou des objets télécommandés. Mais dernièrement, là, justement, avec tous les progrès en IA générative, on s'aperçoit qu'on peut un peu fusionner les deux mondes et donner une intelligence aux robots pour déjà, par exemple, dialoguer avec eux et pour les voir faire ce qu'on leur demande de faire, ou pour leur permettre de mieux comprendre l'environnement, donc avec la reconnaissance d'objets. Donc vraiment, là, ils sont dotés de Dieu, quoi, de caméras, et ils comprennent l'environnement et ils peuvent manœuvrer dans un environnement qu'ils n'ont jamais vu. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les vidéos de Boston Dynamics, elles étaient montées, chorégraphiées à l'avance, donc il n'y avait pas de place au doute. Alors en fait, dernièrement, voilà, il y a beaucoup plus d'improvisation, d'adaptation au terrain, et c'est ce qui fait qu'on peut maintenant faire des courses au-delà de la piste d'athlétisme, parce qu'il y avait aussi des courses des 100 mètres avec des robots qui courent comme ça sur une piste d'athlétisme, mais là, c'est une piste droite, bien plate.
Là, déjà, un semi-marathon, à mon avis, ça va être plus ou moins vallonné, un terrain plus ou moins inégal. Donc, c'est un défi ingéniorial incroyable, effectivement. Donc, le but, c'est même pas de savoir s'ils gagneront forcément ou pas. C'est déjà est-ce qu'ils vont pouvoir, jusqu'où ils pourront aller, quoi. Donc, mais ce serait pas étonnant qu'il y en a qui arrivent quand même jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, à voir en combien de temps, mais voilà, en tout cas, les progrès sont assez bluffants dernièrement. Il y a la couche d'intelligence qui se rajoute qui permet aux robots de comprendre un peu mieux leur environnement et de naviguer dans leur environnement. Alors après, on est encore loin des humanoïdes qui peuvent s'épanouir en totale autonomie dans un environnement, par exemple dans une ville ou même dans une maison, parce que voilà, il n'y a pas encore assez d'intelligence. Mais justement, entre d'un côté les progrès d'un point de vue mécanique, technique, et les progrès en IA, les deux ensemble, on en est vraiment plus du tout loin. Et après, alors il y a 3 grands environnements auxquels les roboticiens réfléchissent. Alors il y a la maison, les robots de maison. Donc là, maison en général peut avoir du bazar. À des tâches ménagères, à faire la cuisine, etc. C'est ça? Exactement. Alors le problème, c'est que la maison, des fois, il y a le bazar. Donc, bon, c'était le problème des aspirateurs qui, en fait, des fois, tournaient en rond. Voilà, qui avait une utilité limitée, quoi. Donc, bon, c'est un environnement un peu chaotique et ça reste très difficile. Voilà. Puis il y a le fait de se déplacer. Alors après, en plus, on parle des robots humanoïdes, ça nous fascine parce que nous, on est des bipèdes. Voilà, mais des fois, on a besoin des mains, mais on n'a pas forcément besoin que ce soit un robot qui marche avec 2 pattes. Ça peut être 4 pattes, ça peut être même des roues. Donc, tout va dépendre de là où on veut être. Mais c'est vrai que le Graal, c'est d'avoir des robots qui peuvent aller partout où on va, nous. Donc, nous, on est des bipèdes, on peut monter des marches, on peut monter des escaliers, on peut escalader une montagne. Bon, ok, est-ce qu'on peut aussi le faire en mode humanoïde? Mais en fait, la beauté de la robotique, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de coller juste à ça. Donc, on va avoir une espèce d'innovation à tous les niveaux, avec toutes sortes de formats, avec des jambes, des bras, ou 4 jambes, ou des roues. Et on verra personne ne peut vraiment prédire ce qui va s'imposer. On verra bien. Peut-être qu'à la maison, on n'a pas besoin de jambes, sauf si on a peut-être un escalier, mais si on n'a pas d'escalier, peut-être qu'on aura un robot sur roue, ça suffira largement. Enfin bref, on a hâte de voir ce que ça peut donner. Après, un autre champ d'application, c'est bien sûr en usine. Alors là, en usine, on peut bien sûr planifier comment l'usine est construite, comment elle s'organise. Et c'est pour ça que Amazon investit énormément dans la robotique, parce que ça va leur faire gagner un temps fou. Il y a déjà énormément de robots. Ils veulent en concevoir, en déployer encore plus. Donc là, ça peut vraiment faire gagner en efficacité. Et ce que ça veut dire, c'est que là où aujourd'hui, on a des êtres humains qui se retrouvent à faire des tâches très aliénantes, très fatigantes, demain, on peut avoir des robots. Ça va coûter moins cher, ça va peut-être être fait plus précisément, et donc ça va encore faire baisser le coût d'opération dans un certain nombre de secteurs. Et donc, ça veut dire qu'on aura nous, en tant que consommateurs, on va profiter de biens et de services peut-être encore moins chers, à qualité égale, voire même à meilleure qualité. Donc, ouais, voilà, des robots en usine, en entrepôt, ça c'est un grand chantier. Et puis après, il y a bien sûr, là, ça fait plus peur, mais c'est les robots à la guerre, quoi. Donc on voit déjà en Ukraine, on a la révolution des drones. Alors là, ce sont les drones volants, mais on a les drones aussi sur l'eau, voilà, qui peuvent aller se cracher sur un gros bateau. Donc c'est pour ça que les Russes, ils n'ont plus trop de bateaux en mer Noire. Et après, on commence à avoir des drones terrestres, voilà, à 4 pattes ou sur chenilles, plus ou moins autonomes, et puis peut-être des robots humanoïdes un jour. Et là, ça change aussi tout potentiellement, parce que si on a besoin de risquer de vie humaine pour envahir un pays, ça peut faire très peur, quoi. Alors maintenant, évidemment, d'ailleurs, ils ont touché un mot dans l'article, c'est qu'il y a le problème des batteries, en fait. C'est que même si on a l'intelligence et la dextérité, si j'ai une autonomie d'une demi-heure, quelle guerre je vais faire, quoi. Donc, il faut qu'il y ait un autre robot qui me ramène une batterie de rechange, on ne s'en sort pas, quoi. Donc, le gros problème limitant, c'est l'énergie, en fait. On s'aperçoit que nous, êtres humains, c'est quand même incroyable. On mange un repas et on peut carburer toute l'après-midi. Bon, un robot, lui, il a une autonomie peut-être d'une demi-heure. Il va y avoir des gros progrès dans les batteries, mais au bout d'un moment, c'est quand même limité, parce que le robot humanoïde, il faut qu'il transporte sa propre batterie, effectivement, donc c'est quand même compliqué. Et donc, ça va être très limitant. Ça va être un des facteurs limitants. Après, il y a le coût aussi. C'est que c'est bien de faire un prototype qui va réussir à gagner une course, mais est-ce que derrière, on peut faire quelque chose d'assez fiable assez souvent? Faire un prototype qui va marcher le temps d'une démo et un prototype qui a coûté des millions, ça, on sait déjà à peu près le faire. Mais faire quelque chose qu'on va produire en série, qui va être fiable 99% du temps pour que des gens aient envie de l'acheter et qui ne soit pas trop cher à l'achat, on en est encore assez loin. Alors certains disent que c'est pour les années à venir, la révolution des robots humanoïdes. Alors Tesla, ils sont chauds dessus, il y a d'autres startups. On va voir, c'est difficile à dire, mais on n'est pas sûr du format, est-ce que ce sera humanoïde? On n'est pas sûr du coût, on n'est pas sûr de l'autonomie, il y a quand même l'intelligence. Bon, on a vu que ça pouvait halluciner, hein. Alors, Elon Musk, il avait dit je vais programmer mes robots pour qu'ils ne puissent pas courir aussi vite qu'un être humain. Comme ça, on pourra toujours s'enfuir en courant et pas se faire attraper par le robot.
Et d'ailleurs, j'ai vu, c'est lui, non, qui a, t'as partagé ça, une vidéo d'un robot, du coup, qui attrape des balles de tennis. Ouais, ouais C'est c'est ça, ça? c'est ça. Alors, ce qui est impressionnant avec Tesla, c'est que ce n'est pas du tout leur métier d'origine, mais eux, ils disent, bah, nous, les logiciels pour la conduite autonome dont on se sert pour les voitures, donc ces logiciels qui apprennent en consommant beaucoup de vidéos filmées par des voitures et pour apprendre derrière à conduire tout seul, en fait, on peut l'appliquer à un robot qui se balade dans le monde et qui va apprendre sur le monde et qui va réussir à se débrouiller dans le monde. Et ils sont partis de zéro, ils ont construit une unité qui développe des robots humanoïdes. En quelques années, vraiment, ils sont quasiment à la pointe. Hein. C'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont fait. Mais je suis pas sûr que ce soit eux exactement les meilleurs. On a Boston Dynamics qui a toujours été très bon, mais là qui rajoute en plus la couche d'intelligence. Donc il y a une poignée de startups vraiment en pointe sur ces sujets. C'est vrai que c'est assez bluffant quand on voit les démos. Mais encore une fois, quel est le coût pour le grand public? Si c'est intelligent la plupart du temps, mais pas tout le temps, et qu'il y a quand même des énormes failles, parce que là, c'est pas qu'un chatbot qui hallucine, quoi. C'est un robot qui peut tout casser chez moi, quoi, ou qui peut couper, je sais pas, un enfant. Donc Il y a de nombreux films d'horreur d'ailleurs sur le ouais, sujet. Hein. Encore un là qui est sorti. Enfin, vraiment, ça fait peur. ouais, On voit que ça alimente vraiment ouais, un petit peu la crainte générale. C'est c'est fou. ça. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des. Je pose une question un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas justement des risques pour les autres coureurs qui vont être à côté de se faire écraser par un robot? Non, ben après, il y a le risque. Oui, tout est possible, hein, Ouais. mais bon, je pense qu'on va peut-être qu'ils vont courir avec un peu d'espace autour. Voilà. Mais là, ça relève plus du gadget et de la com. Hein, ça va être bien mignon. Mais bon, voilà, on n'est pas encore à un stade où on peut faire un match de foot, les êtres humains contre les robots. Et le jour où c'est le cas, les chocs, ça va pas être la même chose, quoi. Parce que bon, alors même s'ils ils sont en train d'imaginer de faire des robots recouverts de un peu de matière qui ressemble à la peau, avec la même texture. D'ailleurs, il y a aussi tout un pan. J'ai parlé des champs d'application, mais il y a aussi les robots sexuels. Alors ça, c'est encore un autre sujet. Hein. Je ne sais pas si on en parle aujourd'hui, mais il y a des trucs de dingue aussi qui sont en préparation. Ça pose plein de questions sur les rapports hommes-femmes. Et quand on voit déjà ce qui existe et tout ça, il y a vraiment plein de questions à se poser, même au niveau sociétal, quoi. Donc, Ouais. je ne sais pas si tu as vu le film Her avec On en parle, du coup, c'est vrai que c'est on en l'un parle. des. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est avec une IA qui est, en fait, c'est juste un voice bot, quoi. Je discute, Oui, mais et après, il y a l'étape où déjà, ça va être. Alors, on en parlera dans un autre sujet, mais au-delà d'une voix, j'ai le visage. Imagine un visage, j'ai l'impression que j'ai affaire à un visage d'être humain qui réagit en temps réel avec moi, avec les mimiques faciales. Voilà. Après, imagine en plus, après, si j'ai en fait, un robot, quoi, avec les mêmes textures qu'un être humain, puis j'ai un espèce de casque de réalité augmentée, et en fait, à cela, tu vois, ça ajoute vraiment un rendu comme si j'avais affaire à un vrai être humain. Donc, on va tomber dans des délires. Et là, de ce dont je te parle, on est qu'à quelques années seulement de ces délires-là. On n'est pas à 20 ans ou à 50 ans. C'est dans quelques années qu'on va voir les premiers prototypes. Donc, ça va être du délire, quoi. Justement, justement, il disait qu'il faisait un petit peu ce coup de com', parce qu'en final, ce que tu dis, c'est que c'est quand même un peu un coup de com', ce semi-marathon aussi, pour montrer un peu les avancées, mais pour montrer un petit peu où est-ce qu'ils en sont, et peut-être aussi c'est dans leur guerre entre entreprises qui avancent là-dedans, pour montrer, moi, je suis un peu le plus fort, j'avance, etc. Justement, ils disent que un tiers des Chinois aura plus de 60 ans d'ici 2035, et c'est justement notamment pour faire face au vieillissement de la population chinoise qui développe comme ça des robots humanoïdes. Voilà. Bien sûr, hein, de toute façon, quand tu as une société qui vieillit, en fait, il y a 4 issues possibles. Soit tu as recours à l'immigration, mais déjà, certaines sociétés, c'est compliqué. Deux, au bout d'un moment, il y aura plus personne qui voudra immigrer parce que tous les pays vont faire face pareil, à la chute de leur démographie. Alors, deuxième issue, c'est la natalité, encourager la natalité. En fait, ça, on n'y arrive pas. Voilà, on n'y arrive pas au bout d'un moment. Dans les sociétés très développées, on a du mal à à atteindre le seuil de remplacement de 2,1 enfants par femme. Voilà, les gens veulent plus faire d'enfants pour toutes sortes de raisons. Et malgré toutes les mesures, entreprises, les incitations à grands frais et autres, en fait, on n'arrive pas à relancer la natalité. Ça ne marche pas. Donc là, il y a un vrai sujet, parce que si tous les pays suivent ce qui se passe dans les pays les plus avancés, en fait, la population humaine en fait, va s'effondrer en réalité. Donc la troisième issue, c'est justement faire appel aux robots pour nous aider. Et la quatrième issue, c'est de rien faire. Et là, c'est le déclin, quoi. C'est l'effondrement, quoi. Donc, ouais, les robots, c'est peut-être c'est peut-être la solution finalement la plus pérenne, hein, à voir. Et donc, oui, c'est un vrai sujet au Japon, en Chine. Donc, voilà. Mais plus largement, c'est la question de l'automatisation de toutes sortes de tâches.
Donc on parle d'un robot humanoïde, mais encore une fois, ça peut être un robot juste des bras, ça peut être un robot avec des roues, ça peut être sinon des processus qui sont mécanisés, automatisés. Comme on a, je sais pas, on a remplacé une lavandière qui lavait à la main de linge par une machine à laver. Bon, bah ça, c'est pas un robot, mais c'est comme un robot. Et ça date déjà de plusieurs dizaines d'années. Donc ce phénomène-là, c'est pas nouveau avec les robots, c'est à l'œuvre depuis le début de l'humanité. Donc oui, on va sans doute en avoir besoin pour faire face au vieillissement de la population et au fait que bientôt, il y aura une population active qui sera trop réduite par rapport aux enfants d'un côté et aux personnes d'un âge avancé qui sont à la retraite. Et donc, il faudra bien s'occuper, il faudra bien qu'on ait les moyens de s'en occuper. Donc, si on n'a pas la technologie pour nous y aider, comment on va faire quand il y aura un actif pour 2 retraités? Ce sera ingérable. Donc, ouais, c'est clairement une des solutions. Et je pense qu'en Chine, ces pays qui sont vieillissants et qui ont un peu de mal avec l'immigration, la Chine et le Japon, je pense que ils ont ça en tête. Et après, c'est une opportunité économique. Donc, on est finalement dans des pays où il y a de la libre innovation. Et donc, ça innove. Ils essaient de. Et puis, ils se disent aussi que ça peut être. On va créer le géant de demain dans la robotique. C'est peut-être ça l'avenir. Donc après les réseaux sociaux, l'IA, la robotique, c'est pour ça que Tesla s'y met. Donc ouais, c'est une nouvelle révolution en gestation, bien sûr. Ok, de toute manière, ça nous amène tout naturellement sur notre second sujet, qui est vraiment, qui est là aussi tiré de la newsletter Parlons Futur, mais Hollywood Trump, du coup, est-ce que l'IA peut créer le prochain blockbuster sans acteurs ni équipe? En fait, est-ce que l'IA peut remplacer les acteurs? Est-ce qu'on peut voir plus tard des films qui sont totalement générés par IA et au final, on n'a plus besoin de réalisateurs, on n'a plus besoin de producteurs, on n'a plus besoin d'acteurs. Tu as remarqué un film qui s'appelle The Ace, qui est un court-métrage et qui a été entièrement généré avec VO2 de Google. Donc, est-ce que je crois que ce film t'a un peu bluffé. Pourquoi? Ouais, alors je suis pas le seul, non, mais parce qu'effectivement, ce sont que des images générées par l'IA et donc l'auteur, en promptant l'IA bien comme il faut, il a réussi à mettre bout à bout toutes ces petites séquences pour faire un film. Alors ça dure 2 minutes, pour faire quelque chose qui tient la route en fait. Voilà, donc évidemment il y a des imperfections, on le voit bien, mais on se dit mais ça c'est ce que quelqu'un de random peut faire aujourd'hui avec cet outil. Mais qu'est-ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans avec des gens qui auront parfaitement maîtrisé les outils, ce que sont devenus ces outils, et qui en plus auront de l'argent pour faire ça encore mieux. Mais c'est bluffant. Donc, bien sûr, moi j'ai déjà écrit sur ce sujet il y a quasiment 10 ans, en disant, c'était à l'époque de Game of Thrones, j'ai expliqué que avant 2030, l'IA pourra pondre un épisode de Game of Thrones sur mesure en fonction de mon humeur du moment quand je rentre le soir, généré instantanément au moment où je regarde, en fonction de mon body language, le scénario va s'adapter en temps réel, etc. Donc ça c'est des choses qui seront possibles à terme. Alors, c'est pas encore possible maintenant mais voilà, quand tu penses qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un film? En fait, c'est un ensemble de pixels et que l'IA, qu'est-ce que ça fait l'IA? Ça détecte des régularités dans toute l'histoire de tout ce qui a été filmé, toutes les vidéos déjà disponibles, et ça arrive à les recréer pour faire des choses qui font sens pour les êtres humains. Et après, on va juste hybrider ces différents patterns, tu vois, ces différents schémas pour faire des choses qui font sens et en innovant, en rajoutant du nouveau. Donc, tu vois, là, faire un film, il faut écrire le script. On a une IA qui peut pondre un script sans problème. D'ores et déjà, tu peux avoir des scripts qui tiennent à peu près la route. Après, tu as une IA qui va découper le script en différentes scènes à filmer, avec le détail de chaque scène, ce qu'il faut qu'il y ait, etc. Avec moi, je ne suis pas un spécialiste du cinéma, mais voilà, avec tous les détails. Et puis après, on a l'IA qui génère la séquence. Et puis après, il y a tout ça qui est cousu ensemble. Il y a la génération de la bande son. Et il faut qu'il y ait une cohérence au fil du temps, de scène en scène, par rapport aux personnages et autres. Donc là, aujourd'hui, déjà, rien qu'en hybridant, en assemblant toutes sortes d'outils déjà disponibles, on peut déjà faire quelque chose qui tient à peu près la route. Mais c'est évident qu'à horizon, dans moins de 10 ans, mais j'ai même envie de dire dans moins de 5 ans, on va voir, ça ne sera pas 2 minutes, ça sera un film d'1 heure avec des choses qui tiennent vraiment la route. Alors après, tout va être dans la qualité de l'écriture, mais de toute façon, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément de contenu. Le problème, c'est le temps qu'on a pour regarder le contenu et aussi comment choisir. Moi, j'ai le problème, je suis sur Netflix, normalement, il y a tellement de films, je ne sais même pas quoi choisir. Ça m'épuise. Je ne sais même pas quoi choisir. Donc, OK, l'IA, ça va être encore un moyen de faire encore plus de contenu. Mais en fait, on a déjà une overdose de contenu. Donc, d'une certaine manière, à quoi bon?
C'est juste que voilà, bah, ça sera peut-être du contenu encore plus addictif et peut-être ça va être du contenu. J'ai même pas besoin de me casser la tête. Je dis à l'IA, voilà, je veux une série comme ci, comme ci, comme ça. Et là où pendant un quart d'heure, je brosse Netflix, je trouve rien à mettre sous la dent, ben là, l'IA, bam, elle commence à me générer un truc, et là, je suis captivé, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. L'IA, en fait, elle finit par bien me comprendre, et elle continue à me pondre quelque chose qui tient la route et qui me captive. Et là, ça peut être une espèce de telenovelas sur, je sais pas moi, 1 million d'épisodes, et c'est presque, ça fait peur, en fait. Et là, par exemple, on a tous eu, je pense, vécu ce symptôme, enfin cette situation où on est accro à une série, mais d'un côté, on est content d'avoir fini de la regarder parce que ça nous a rendu dingue. On a vécu que pour la série pendant une semaine, on a binge-watch tous les épisodes, on a vécu à fond cette série, la nuit, on en rêvait et tout ça, on est devenu fou. Donc d'un côté, on a kiffé regarder la série, mais de l'autre, on dit, waouh, heureusement que ça s'arrête parce que je suis en train de devenir dingue. Mais là, imaginons qu'en fait, la série, elle peut continuer à l'infini parce que c'est l'IA qui la génère en un claquement de doigts. Mais surtout qu'elle est constituée sur tes goûts à toi, parce que je crois que, dis-moi si je me trompe, mais je crois que l'IA est déjà utilisée dans Netflix aujourd'hui pour justement tester différentes fins et voir la fin qui génère le plus. Il y a eu beaucoup de chats sur le fait que, par exemple, Netflix, regardez mes habitudes de consommation, etc. Moi, honnêtement, après tout ce qu'on entend, je suis très déçu quand même des propositions de Netflix, quoi. Puis je trouve que le contenu, il est limité. Enfin, au bout d'un moment, je tourne un peu en rond. Je sais pas, c'est peut-être moi, hein. Mais ouais, ils ont commencé à faire des expériences pour voir avec des différentes fins possibles. Mais c'est très, très embryonnaire, c'est très, très basique. C'est rien par rapport à ce qui se profile à l'horizon. D'ailleurs, peut-être que Netflix va nous amener cette révolution, hein, ou peut-être un autre acteur. Mais peu importe. Encore une fois, le grand gagnant, ça va être le consommateur. Mais c'est à double tranchant parce que on voit déjà les problèmes d'addiction aujourd'hui des réseaux sociaux. Et en fait, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les YouTube et puis après, il y a les short vidéos. Là, TikTok, c'est le summum. C'est qu'on est là, on est collé à son écran, regarder des petites vidéos de 30 secondes qui s'enchaînent pendant des heures et des heures et des heures. Enfin, on en devient dingue. Et là, ça va être encore autre chose. C'est pareil, ça va être la crème de la crème, sans fin, une série sans fin qui me fait kiffer, ou alors je la re-regarde et je veux une nouvelle fin. Et voilà. Donc, tout ça, ce que je dis, c'est déjà quasiment possible en bricolant avec les outils du moment. C'est juste que, VO2 là, de Google, c'est pas HD, c'est pas un grand écran, c'est parce que c'est trop consommateur de ressources, la vidéo. Mais tout ça, le coût d'accès au calcul en ligne, ça va continuer à chuter. On va pouvoir se permettre de faire ça pour tout un chacun à un moment donné. Et donc, ça va se démocratiser. Ça va se démocratiser. Et donc, on aura. C'est comme si on avait Spielberg qui travaille H24 pour nous à la demande, quoi, quand on veut un truc. Enfin, c'est du délire. Et il n'y a même plus besoin d'acteurs ni de rien du tout. Alors, les acteurs qui ont eu la chance de se faire connaître et d'être célèbres, ils pourront permettre aux IA de les copier. Mais après, je suis sûr que quand on voit ce qui se passe plus largement avec les open source, qu'on peut copier, s'approprier, c'est qu'une question de temps avant que moi je fasse un film en utilisant le personnage de Brad Pitt, que Brad Pitt le veuille ou non, sans que je l'ai à le payer. Et un film de qualité Hollywood avec Brad Pitt, et Brad Pitt ne touche pas un centime. Et ça circule sous le manteau, ça viralise. Enfin, ça me paraît inarrêtable, hein, cette histoire. Et en plus, c'est pas que ça, mais on peut hybrider. Par exemple, moi, je prends un exemple, mais on peut avoir quelqu'un, on peut avoir, je sais pas moi, Louis de Funès, mais avec la tête de Brad Pitt, je sais pas moi, et qui parle en polonais. Enfin, on peut imaginer d'hybrider ça dans tous les sens comme on veut, quoi. On peut avoir, j'ai le corps de machin, la tête de truc, qui parle en verlan. On peut imaginer toutes les configurations possibles. Tout est possible. Et alors, d'un côté, ça peut libérer des créateurs qui ont beaucoup d'imagination, mais qui n'ont pas les moyens techniques ou l'argent pour produire des films. Donc, ça va libérer toutes sortes de petits créateurs qui, dans leur coin, en fait, je suis sûr qu'on va bientôt assister à la découverte d'un petit génie qui, dans son coin, a pondu un film hollywoodien d'une qualité incroyable. Et le gars, c'est un adolescent de 15 ans dans sa chambre au Pakistan, quoi. On va dire, mais c'est quoi ce délire? Mais ça risque d'être très vite dépassé par l'IA qui elle-même va inventer le truc de A à Z. Donc, on aura même plus besoin d'un petit créateur général. Ouais, de l'idée générale, de l'idée de la jeunesse du film jusqu'à la post-production, l'IA pourra tout faire, quoi, de A à Z. La question, c'est qui prompte au départ et dans quelles conditions. Donc, est-ce que, mais ça peut simplement être toi qui je sais pas, qui le soir, tu te mets dans ton canapé et la caméra, elle voit ta tête et elle décide que pour toi, le film ce soir, ça sera ça. Et elle est sûre que tu vas kiffer et tu vas kiffer. Parce que aujourd'hui, pour qu'on ait une petite idée, est-ce que tu as une petite idée, par exemple, les 2 minutes là, du film The Heist, combien de temps ça prend à coder aujourd'hui, tu sais? Ah ouais, ça, là, non, mais c'est sûr que le mec, il a dû s'y reprendre à plein de reprises pour avoir ce qu'il voulait. Donc là, évidemment, là, on voit ça. Mais
Ah, il l'a Ouais, dit dans la description, là, c'est des milliers de générations pour arriver au film final. Donc en fait, ouais, il a des- conçu ensemble, je ne sais pas combien de séquences, et chaque séquence, il a dû s'y reprendre à des dizaines de fois, voire plus. Donc c'est un ouais, travail, il a dû mettre un temps fou quand même lui-même. Mais voilà, ouais, c'est pas un mec, c'est un mec, sa seule contribution, ça a été d'utiliser son propre temps dans son coin. Il n'a pas eu besoin de milliards de dollars, il n'a pas eu besoin de faire appel à je sais pas quoi, il n'a pas eu besoin de se mettre d'accord avec la mairie pour réquisitionner le quartier pour tourner la séquence de course-poursuite. Non, il a fait ça dans sa chambre avec juste son temps. Alors ça lui a pris beaucoup de temps, mais comme on se disait, ça c'est aujourd'hui. Et demain, il n'y aura peut-être même plus besoin qu'un être humain il passe du temps. Et ça sera encore, le résultat sera peut-être encore meilleur. ouais, bah, justement, ça nous fait passer aussi à notre troisième sujet, du coup, qui est Ouais, sur on n'a plus besoin des humains pour rien voilà. faire, pour fonder des entreprises. Donc, entreprendre seul avec l'IA, le prochain fantasme de la Silicon Valley est-il réaliste? Alors là, c'est du coup Sam Altman, le PDG d'OpenAI, qui prédit l'émergence prochaine d'une licorne unipersonnelle. Ah, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une licorne unipersonnelle? Ouais, alors en anglais, ils disent one person unicorn, c'est-à-dire une licorne. Une licorne, c'est une entreprise qui n'est pas encore en bourse, mais qui vaut 1 milliard de dollars, qui vaut au moins 1 milliard de dollars. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une unicorn, tu vois, une licorne, une entreprise qui se valorise à au moins 1 milliard de dollars et qui n'est pas encore cotée en bourse. One person unicorn, en fait, c'est une licorne qui n'a qu'un seul employé, en fait, son fondateur. D'ailleurs, qui n'est pas. Ça peut être, donc ça paraît dingue. On dit quoi, une boîte d'une telle valeur où en fait il n'y a qu'un seul employé, mais c'est dingue. Et en fait, sans parler d'IA, par exemple, WhatsApp, quand ils sont revendus à Facebook pour des milliards de dollars, ils étaient, je Ouais, crois, 11 employés, quoi. Donc ouais, ok, déjà, donc on n'en très était pas peu. loin. Et là, c'était avant le règne de l'IA. Donc ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que la révolution de l'informatique et du software fait qu'une petite équipe bien smart, bien agile, bien ingénieuse, elle peut mettre au point un outil, un logiciel, qui, grâce aux mécaniques virales d'Internet, peut finir par être utilisé à moindre coût par des millions et des milliards d'êtres humains. Et du coup, une telle entreprise créée par une petite équipe d'êtres humains, elle peut avoir une énorme valeur. Donc ça, c'était déjà possible, en fait, depuis pas mal de temps. Hein, mais là, on va plus loin, on se dit non, mais il n'y aura même pas besoin d'une équipe, une seule personne pour y arriver. Et là, on se dit, ah ouais, c'est quand même balèze, parce que là, normalement, je suis Bah oui. limité de ce que je peux faire. Et du coup, Et en est-ce fait, qu'il n'y a pas... Vas-y, dis. non, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il n'y a pas du coup le problème, parce que du coup quand on dit que l'IA remplace en fait du coup certains métiers, je crois que justement il disait tu parles de petite équipe, tu disais que 3 personnes ça pouvait suffire parce que c'est-à-dire que chacun maîtrise l'IA. OK pour dupliquer par exemple ses compétences, pour dupliquer son pouvoir, enfin tu vois pour accélérer entre guillemets. OK, mais il faut quand même par exemple que de base tu connaisses le marketing, que de base tu connaisses les finances, etc. Enfin tu vois il y a quand même un énorme risque d'erreur en confiant tout à l'IA quoi. Ouais, bien sûr, mais de toute façon, déjà, les êtres humains aussi font beaucoup d'erreurs, honnêtement. Et puis, tu sais, quand tu es un fondateur, tu fais les choses avec amour, du mieux que tu peux. Mais bon, au bout d'un moment, tu peux être en burn-out et tu commences à faire des conneries. En plus, et puis quand tu commences à grossir, à recruter, et que tu as plusieurs niveaux de management, bon, bah, et que tu commences à être, je sais pas, nombreux, bah, les N-3, N-4, au bout d'un moment, eux, bah, ils ne sont plus des fondateurs, ce sont des employés. Alors, ils peuvent avoir des parts, mais plus ou moins. Donc, déjà, ils sont pas forcément autant intéressés que le fondateur au succès de l'entreprise, en tout cas pas forcément aussi directement, et donc ils peuvent faire aussi des conneries, ils peuvent faire des choses qui ne sont pas exactement à l'intérêt de l'entreprise, donc l'erreur est déjà humaine. Donc déjà à la base, il faut bien comprendre ça. À la limite, peut-être qu'avec l'IA, il y aura moins d'erreurs, possiblement, tu vois. Et donc là, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on a des IA qui sont de plus en plus smart. Alors, il y avait les large language models. Là, ce sont ces modèles qui servent notamment à pouvoir comment dire, faire fonctionner les chatbots et qui permettent de discuter avec un chatbot et que ce chatbot ait des réponses à toutes mes questions. Là, on est en train de passer aux reasoning models. C'est les modèles qui vont raisonner, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste tout de suite me répondre avec ce qui leur vient en tête tout de suite, avec des risques d'hallucination qui peuvent être parfois élevés. Non, là, l'IA va prendre le temps de la réflexion, parfois 2-3 minutes, voire plus, pour me pondre une réflexion vraiment très construite. Et ça, c'est notamment pour des problèmes en recherche fondamentale, en sciences, etc. Donc, déjà là, c'est un autre niveau. Voilà les outils auxquels on commence déjà à avoir accès. Puis après, il y a encore un autre niveau, c'est ce qu'on appelle les agents. Les agents, en fait, sont des IA qui ne sont pas juste là pour nous répondre. Non, ce sont des IA à qui on va confier des missions et qui vont avoir accès à différents outils. Par exemple, accès à Internet pour aller faire des réservations, pour aller faire des achats,
qui ont accès en fait à un compte en banque pour aller faire des achats, pour aller placer une demande de freelance pour faire une tâche dans le monde réel. Donc voilà, les agents en fait sont des IA qui vont pouvoir entreprendre des actions sur Internet, mais même dans le monde réel, par le biais de toutes sortes d'outils. Et là, ça devient dingue parce que c'est là où vraiment on a le potentiel de remplacer des êtres humains à très large échelle. Parce que tout ce qu'on faisait faire à des êtres humains, en fait, c'est possible que d'ici à quelques années, peut-être même dès l'année prochaine, dès cette année, pour certaines tâches, en fait, on puisse le confier à des agents. Voilà. Et donc, on peut se passer d'être humain. Et donc, c'est pour ça alors, pour l'instant, on considère qu'il faut encore un espèce de maître d'œuvre, un chef d'orchestre à la manœuvre, le fondateur, donc cette one person dans la one person unicorn, cette personne qui a l'idée et qui distribue les tâches et qui en fait, tire les ficelles de ces différentes IA qui vont travailler pour elle, mais qui vont pouvoir démultiplier ses forces à elle. C'est ça qui est dingue. Sachant que d'ailleurs, un des problèmes avec les êtres humains, c'est justement de conserver une espèce de cohérence d'ensemble, plus une structure grossit. Au bout d'un moment, il y a des problèmes de communication, on ne se comprend plus, un tel a dit ça, mais au final, ce qui a été compris par les autres, c'est autre chose. Donc, plus on est nombreux dans nos organisations, plus c'est difficile de tous rester sur la même longueur d'onde et tous bien s'accorder. Donc, il y a une déperdition d'informations, il y a toutes sortes d'erreurs qui se produisent comme ça. Voilà, entre ce que le management décide et ce qui est fait in fine, il peut y avoir des gros décalages parce que les gens n'ont pas compris ça comme ils voulaient, ou alors eux, ils ont voulu mener le projet d'une autre façon. C'est très difficile de rester vraiment concentré et aligné à 100% à tous les étages d'une entreprise. C'est très difficile parce qu'on est des êtres humains, on a notre propre autonomie, on m'a confié une tâche, mais en fait, moi, je veux la faire un peu à ma sauce, et puis ça dérive comme ça à tous les niveaux, dans le temps et dans l'espace. Donc, c'est très compliqué avec les êtres humains. Les IA pourraient se répartir le travail de façon bien plus efficace d'une certaine manière. Elle pourrait être bien plus rigoureuse pour maintenir cette cohérence d'ensemble et faire en sorte qu'on tire tous dans le même sens pour atteindre l'objectif que s'est fixé le fondateur. Donc c'est pour ça que ça peut peut-être marcher et même quelque part être plus efficace que ce qu'on a connu. Alors, quand est-ce qu'on va y arriver, je ne sais pas, c'est peut-être une question d'année. C'est pas exclu que dès cette année, on découvre que quelqu'un a réussi à monter une boîte qui produit beaucoup de valeur et qui est valorisée à un très haut niveau avec juste un employé, enfin un fondateur, pourquoi pas. Mais d'ailleurs, en fait, ce que ça veut dire aussi, c'est que cette personne-là, c'est un espèce d'employé fondateur à plein temps ou c'est juste un chef d'orchestre qui donne des consignes une fois par mois et après qui laisse l'IA faire tout le reste. Parce que là, ce qu'on a envie de se dire, c'est que, OK, mais l'étape d'après, c'est qu'il n'y a même plus besoin de quiconque. On a juste besoin je sais pas moi, on a juste besoin d'une IA à qui on dit, vas-y, deviens une unicorne. Et l'IA, en fait, elle fait tout le reste. Elle cherche le sujet, le nom d'entreprise, le positionnement. Elle fait tout ce qu'il y a à faire et elle devient une one person unicorn juste parce que j'ai cliqué sur un bouton, devient une one person unicorn. Donc, mais là, du coup, on se dit, mais c'est débile parce que du coup, tout le monde va cliquer sur le bouton et comment c'est possible que tout le monde crée des one person, enfin, comment c'est possible qu'on crée des unicorns comme ça à la demande? Bah, c'est pas possible. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va peut-être être possible pour les premiers, mais au bout d'un moment, tout ça va se neutraliser. Parce que si on est dans un monde, en fait, comment on crée une licorne? Comment on crée quelque chose qui a beaucoup de valeur? Bah, c'est parce qu'on crée quelque chose que personne d'autre n'a fait. Parce qu'on vient exploiter un angle mort dans l'économie, un besoin, un problème qui n'a pas été réglé. Bon, bah, je viens offrir une solution, je suis le seul à le faire et j'arrive à mettre sur pied une solution plus vite que tout le monde, etc. Donc, j'ai beaucoup de valeur. Mais dans un monde où il y a de l'IA partout et de l'IA super intelligente, ou aussi intelligente que nous, mais bien moins chère, ou capable de collaborer plus efficacement, etc. Bah, en fait, il y aura de moins en moins de telles opportunités. Dès qu'une opportunité va être identifiée, bah, il y a une offre qui va se monter et les IA vont être en concurrence les unes avec les autres et il y aura plus la possibilité de créer autant de valeur aussi vite parce que je pourrais jamais garder le gâteau juste pour moi. Très vite, le gâteau va être partagé avec d'autres one-person companies. Donc, ça va se neutraliser. En fait, c'est ça qui est assez dingue. C'est que c'est possible, je pense, qu'il y ait des one-person unicorn très bientôt, voire même des licornes avec personne on board. C'est juste un mec à cliquer sur un bouton et toi, la super IA, devient une unicorne. Ok, super. Mais ça peut pas être ça peut pas être une façon de fonctionner pérenne pour toute l'économie parce que sinon, ça serait délirant. Donc, ces IA vont se neutraliser et tout ce que ça veut dire, c'est que ça va réduire la marge de ces entreprises. Donc, elles n'auront pas autant de valeur. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des entreprises qui ont créé de la valeur pour le reste du public. Donc, on aura des entreprises qui ne vaudront peut-être pas autant que sinon, mais par contre, elles nous aideront à profiter de biens et services toujours moins chers, de toujours meilleure qualité. Donc, encore une fois, le grand gagnant, ça peut être nous, les consommateurs, les utilisateurs finaux de tout ça. D'accord, ok. Ouais. En fait, ça va un peu retomber un petit peu, quoi. Mais bon, au départ, il va y en avoir plein. Au final, elles vont toutes se neutraliser et du coup, ça va un peu retomber, mais ça fera partie de l'économie au final. Ouais, je pense que c'est une étape. On va voir apparaître ce genre de choses, c'est possible, mais ça ne pourra pas devenir un modèle.
bien plus largement. Je pense pas. Parce que si un mec peut faire une licorne, ça veut dire que très vite, il n'y aura même pas besoin de lui pour la faire. Et donc, s'il n'y a pas besoin de lui, ça veut dire quoi? Que des licornes vont s'auto-créer partout, tout le temps. C'est pas possible. Donc, elles vont se neutraliser entre elles. Donc, il n'y aura pas autant de. Ouais, elles vont toutes se partager le gâteau et ça va tendre vers zéro. Et donc, tu sais, il faut distinguer le fait de créer de la valeur plus largement pour l'écosystème et le fait d'être très rentable. Par exemple, les compagnies aériennes ne gagnent quasiment pas d'argent. C'est un business où les marges sont très, très faibles. Elles ne gagnent quasiment pas d'argent. Mais pour autant, elles permettent aux gens de partir en voyage, de traverser le monde rapidement, etc. Donc, elles apportent de la valeur à l'humanité, voilà, aux consommateurs finaux, enfin, en tout cas, ceux qui ont les moyens de se payer un billet d'avion. C'est loin d'être tout le monde sur Terre, mais bon, c'est déjà pas mal de monde. Donc, elles créent de la valeur en ce sens pour la société, mais ce ne sont pas des business rentables. Ce sont pas d'un point de vue capitalistique, c'est pas génial. Tu vois, c'est pas des super business. Tu vois. Donc, il faut distinguer le fait pour une entreprise de valoir énormément ou de faire beaucoup de profit et le fait de créer de la valeur plus largement pour le reste de la société. Donc, les profits peuvent tendre vers zéro et les valorisations des entreprises peuvent finir par ne plus être aussi délirantes. Mais pour autant, tu peux quand même fournir une valeur incroyable pour le reste de l'écosystème. Tu vois. Ok, ouais, non, oui, je comprends. Bah, justement, si on reste sur cette thématique-là de l'entreprise et de l'IA appliquée en entreprise, on arrive sur notre dernier sujet qui est justement les centres d'appel. Est-ce qu'il faut filtrer les émotions des clients grâce à l'IA pour protéger les employés? En fait, c'est une initiative de SoftBank, une entreprise japonaise qui a développé une technologie IA appelée Emotion Counseling Voice Conversation Engine, excuse-moi pour mon accent, et qui vise du coup à adoucir la voix des clients en colère dans les centres d'appel pour justement protéger leurs propres agents. Et c'est prévu pour 2026. Est-ce que du coup, selon toi, c'est une initiative qui va se généraliser ou pas? Et puis, est-ce que ça répond finalement à une problématique qui est bien japonaise ou au final une problématique qu'on connaît un peu dans tous les pays? Parce que en France comme au Japon, je pense on s'énerve un petit peu souvent contre les agents qui nous répondent au téléphone. Ouais, tout à fait. Alors, voilà, SoftBank, c'est eux qui sont à la manœuvre, mais ils vont faire ça pour. Alors, SoftBank, c'est une société d'investissement, donc je pense qu'ils font ça pour une de leurs entreprises, c'est un pilote. D'ailleurs, ça m'étonne qu'ils parlent de 2026 parce qu'en fait, je pense que c'est déjà possible cette année et peut-être même que ce sera déjà dépassé en 2026. Alors, voilà, ça s'explique par un contexte au Japon. Alors, je pense que ça existe dans plein de pays, mais ouais, où des fois, on a les clients qui pourrissent les employés comme ça au téléphone. Donc, du coup, on peut avoir des employés qui sont en dépression, pour qui ça peut être très dur de se faire comme ça pourrir à longueur de journée. Donc l'idée là, c'était de les protéger en fait en reformulant en temps réel ce que dit la personne qui appelle, mais en changeant de registre, c'est-à-dire en adoucissant les propos. Donc en fait, la personne qui appelle, elle appelle, mais l'employé, lui, n'entend pas la personne qui appelle. Il entend une reformulation où on a enlevé les gros mots, on a adouci le ton. Donc le fond est toujours là, mais c'est juste qu'on a enlevé les gros mots et on a adouci le ton pour que ce soit plus agréable à écouter. C'est un peu ça l'idée. Et alors, bon, c'est un pilote, c'est une expérience, c'est intéressant, pourquoi pas. C'est un bout de com aussi, je pense, surtout qu'ils ne l'ont pas encore exactement fait. Mais ce que ça veut dire aussi, là, c'est que effectivement, on peut d'ores et déjà manipuler une source qui est un audio, la voix, et la retraiter comme on veut, dans tous les sens. Donc là, en l'occurrence, on adoucit, mais on peut imaginer l'aggraver, on peut imaginer changer de ton. Donc quelqu'un qui parle en verlan, il va se retrouver à parler en langage soutenu. On peut évidemment traduire d'une langue à l'autre n'importe comment. On peut ajouter des intonations, on peut adopter le ton de quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est plus réservé. On peut aussi synthétiser. On peut imaginer quelqu'un qui appelle et puis il explique tous ses problèmes pendant un quart d'heure et en fait l'agent lui il prend l'appel que lors de la dernière minute et il y a une IA qui lui synthétise, qui résume ce qui a été dit pendant un quart d'heure en une minute. Comme ça fait gagner du temps. Donc on peut retraiter une source quelle qu'elle soit. Ça peut être une vidéo, ça peut être de la voix, ça peut être du texte. Voilà, et on peut la retraiter comme on veut en faisant ce qu'on veut avec. Voilà, on peut aussi changer même de voix. Ça peut être quelqu'un qui parle, en fait, c'est un homme qui parle, en fait, j'entends la voix d'une femme. Enfin, on peut imaginer
imaginer toutes les nuances possibles de modification d'un audio, d'un enregistrement de la voix de quelqu'un, en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est tout est possible. Et là, on le fait dans ce cas-là pour protéger les employés, entre guillemets, mais on peut imaginer dans toutes sortes d'autres contextes. Hein. Ça peut être, voilà, au lieu de texter avec mon chatbot, je lui parle, et on le voit déjà avec OpenAI qui fournit cette fonctionnalité, avec en plus, comme il a la fonction mémoire, il se souvient de ce que je lui ai dit avant, donc en fait, ça devient vraiment mon psychologue, mon confident, donc je peux faire changer son intonation, sa tonalité, son timbre de voix, je peux imaginer modifier tout ce qu'on me dit, hein. Et même, on peut imaginer bientôt, voilà, pareil, j'ai mes écouteurs, j'ai mes lunettes, et en fait, j'échange avec quelqu'un dans la vraie vie, et en fait, il me parle dans une langue, moi j'entends dans une langue, je crois qu'il y a Facebook qui a proposé ça déjà, donc des oreillettes où en temps réel, on convertit, enfin on traduit ce que quelqu'un me dit, et comme ça, je peux dialoguer avec lui, même si je parle pas sa langue. On peut imaginer changer, encore une fois, comment dire, voilà, changer de registre, soutenu, formel, informel, voilà. Donc on peut imaginer moduler. Donc on peut imaginer arriver dans un monde où certes on se parle, mais ce que tu dis c'est pas exactement ce que j'entends. Moi j'entends autre chose. Donc une voix plus douce, une voix de femme, une voix d'homme, dans tel niveau de langage, dans telle langue. On peut imaginer qu'on va basculer dans une réalité qui est pas virtuelle, mais qui est augmentée ou qui est modifiée, une réalité parallèle. On va vivre dans des réalités parallèles, mais avec des éléments de réalité. Et là, c'est la voix, mais on peut appliquer ça à la vidéo. Donc, par exemple, dans la rue, j'ai mes lunettes de réalité. Alors, je veux pas que ce soit juste des lunettes de réalité virtuelle, parce que si je veux traverser la route et que j'étais dans un monde où il n'y avait pas de voiture, je me fais écraser. Donc, non, je veux quand même voir la voiture arriver. Mais au lieu de voir une voiture, je vais voir un carrosse en forme de citrouille. Donc, en fait, comme ça, dans ton propre monde un petit peu personnel. Et puis, voilà. Mais justement, si ça va pas. On crée dans la réalité, pour qu'on puisse quand même dialoguer un minimum. Donc, mais après, tu peux doser le niveau. Est-ce que tu veux être complètement dans le monde des bisounours ou pas, tu vois, et tu peux ajouter de plus en plus de délire dans le monde réel, mais tu veux pas t'en éloigner complètement non plus, sinon tu peux plus communiquer. Il faut quand même comprendre ce que la personne voulait me dire. Mais c'est juste que je vais l'entendre avec des please, merci beaucoup, avec des petits cœurs, alors qu'elle n'a pas du tout dit sur ce ton-là. Donc ça peut devenir délirant comme ça. Donc là, on voit une application dans le cadre du service après-vente. Mais déjà, la question qui se pose, c'est pourquoi déjà ne pas remplacer les êtres humains directement par une IA, un voicebot, hein. Nous, c'est ce qu'on fait avec Yelda. Pour une bonne série de questions que les gens peuvent avoir, en réalité, aujourd'hui, on a des IA qui vont pouvoir dialoguer avec la personne qui appelle de façon très réaliste, avec très peu d'hésitation, très peu de temps de latence. On peut interrompre l'IA. Et donc, on a même plus besoin d'un être humain derrière, en réalité. Et, alors, sauf pour certaines questions, effectivement, parce qu'on ne peut pas prétendre encore aujourd'hui tout automatiser parfaitement. Non, l'être humain est encore irremplaçable pour un certain nombre de questions et de tâches. Donc, mais l'idée, c'est de laisser faire le gros du travail à des IA. Donc là, il ne s'agit même pas de reformuler ce que quelqu'un a dit, c'est juste l'IA qui répond et qui échange avec la personne qui appelle. Et puis, pour les cas de figure, vraiment, on préfère que ce soit un être humain ou alors parce que c'est encore trop compliqué. Là, on passe la main à un être humain. Mais du coup, l'être humain en question, il n'intervient que dans ces cas-là. Dans ces cas à plus forte valeur ajoutée, donc c'est moins aliénant. Nous, on l'a vu pour un de nos clients, une mairie. En fait, jusque-là, en fait, ils se retrouvaient à... Déjà, ils ne pouvaient pas répondre à tous les appels, et puis ils se retrouvaient à passer le plus clair de leur temps à répondre à des questions très répétitives, très aliénantes sur comment renouveler son passeport, etc. Aujourd'hui, tout ça, c'est fait par l'IA en autonomie totale, et les êtres humains, ils sont toujours aussi nombreux, mais ils n'interviennent que pour les questions à plus forte valeur ajoutée. Et comme, en fait, il y a plein d'appels auxquels on ne pouvait pas répondre, aujourd'hui, en fait, on peut répondre à bien plus d'appels qu'avant. Tous les appels qu'on arrive à gérer avec l'IA, on le fait avec l'IA, et du coup, il y a bien plus de temps pour les êtres humains à consacrer aux questions qui étaient les plus techniques et qui parfois du coup restaient sans réponse parce que tout simplement les usagers n'arrivaient même pas à joindre le standard parce que il y avait trop d'appels. Donc c'est plus comme ça moi à la limite que je vois l'avenir des centres d'appels. Là ils ont fait un coup de avec un mix qu'un remplacement quoi. Alors un remplacement sur une part de plus en plus grande des questions, mais toujours le besoin des êtres humains pour une partie des questions, en tout cas pour l'instant. Alors après, ce qu'il en sera dans 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, parce que ça va très 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 vite, mais de toute façon, encore une fois, entre ce qui se fait à la pointe de la pointe et les toutes dernières démos qui nous viennent de la Silicon Valley ou même de Chine maintenant, et ce qui se fait après au quotidien pour les entreprises, il y a toujours un temps de latence parce qu'il faut adapter, déployer, convaincre. Donc il y a toujours un train de retard. Et donc on est encore tranquille pour très largement quelques années. Mais d'ores et déjà, en fait, c'est déjà un moyen sur tous les appels que peuvent recevoir les entreprises ou tout type d'organisation. Il y a une partie déjà qu'on peut confier à l'IA. Et ça libère du temps, ça libère des ressources pour faire autre chose en fait. C'est juste une façon de réallouer ces ressources plus intelligemment pour faire autre chose et faire aux humains ce que seuls les humains peuvent faire. C'est quand même plus malin. Et donc ça, c'est déjà possible aujourd'hui maintenant. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire.
avec notre entreprise, mais très vite la frontière continue à avancer. Mais c'est juste qu'il faut du temps pour après convaincre les entreprises, voilà, les accompagner et déployer ça sur le terrain. Ok, eh ben, écoute, super. Ben, en tout cas, merci. Ça fait presque 1 heure du coup qu'on parle. Merci Thomas pour tous ces éclairages. Bah, écoute, j'espère que le podcast vous a plu. En tout cas, on reviendra du coup le mois prochain avec la même chose, avec des sujets différents, toujours sur l'IA et sur le futur de l'IA. Donc merci Thomas déjà pour Merci Mélissa. et puis, merci à tous. Et puis, on se retrouve du coup le mois prochain.